La vibration de mon téléphone portable contre la surface en verre de mon bureau à domicile a brisé le silence absolu de mon mardi matin. L'horloge numérique de mon écran affichait exactement 9h15 lorsque l'identifiant d'appel a affiché le numéro de routage commercial direct de la Banque Vaugirard, la principale institution financière où je maintiens les liquidités de mon entreprise de logistique. Ce n'est jamais un appel de courtoisie. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran. Ici Camille. C'était Julien Delacroix, directeur principal de l'agence du centre-ville. Sa voix manquait totalement de ce ton poli et déférent que les cadres bancaires utilisent habituellement lorsqu'ils s'adressent aux titulaires de comptes premium. Elle semblait faible, forcée et tendue par une panique institutionnelle. Je m'excuse de vous appeler avant ma première réunion. Mais je dois vous parler immédiatement concernant le prêt commercial non garanti de 380 000 € accordé sous votre numéro d'identification fiscale. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas lâché mon stylo ni poussé un cri d'horreur. J'ai tendu le bras, fermé l'écran de mon ordinateur portable avec un léger clic, et j'ai accordé au téléphone mon attention absolue et d'une froideur terrifiante. Julien, ai-je dit, la voix parfaitement posée, je n'ai soumis aucune demande de prêt commercial depuis 8 ans. Mon entreprise s'autofinance entièrement et mon profil bancaire est strictement verrouillé auprès de la Banque de France. J'ai entendu une soudaine et brusque inspiration à l'autre bout du fil. Camille. Le capital de 380 000 € a été entièrement approuvé par notre service de souscription et a été intégralement déboursé il y a 48 heures. La demande a contourné le blocage d'interrogation strict parce que le demandeur a soumis un code de dérogation interne vérifié. Le prêt est enregistré entièrement à votre nom et sous votre numéro fiscal. Avant que je puisse lui demander exactement comment un prêt de près d'1 demi-million d'euros avait pu contourner mes protocoles de sécurité biométrique, le lourd fracas métallique de la fente à courrier en laiton a résonné dans le vestibule. Une pile de courrier matinal a percuté le parquet. Ne gelez pas encore le compte, Julien. Ne lancez aucun protocole interne de fraude avant que je ne vous rappelle, ai-je dit d'un ton net. J'ai mis fin à l'appel. Je suis sorti de mon bureau et j'ai marché jusqu'à l'entrée. Tout en haut de la pile de courrier se trouvait une épaisse enveloppe recommandée imprimée sur un papier épais. Elle portait la typographie noire agressive et incomparable ainsi que le sceau officiel du ministère de l'Économie et des Finances, la Direction Générale des Finances Publiques, DGFiP. La plupart des gens ressentent une énorme montée d'adrénaline lorsqu'ils reçoivent un courrier recommandé du fisc. Je l'ai simplement ramassé et j'ai déchiré le bord perforé d'un mouvement fluide. Il s'agissait d'un avis de mise en recouvrement formel, une alerte urgente générée directement par le service d'enquête judiciaire des finances. Il indiquait que mon numéro fiscal avait été utilisé pour initier un décaissement de capital massif et non vérifié vers une entité offshore non déclarée. Étant donné que les capitaux franchissaient agressivement les frontières européennes en violation de la norme commune de déclaration, NCD, le fisc classait officiellement ces 380 000 € comme un cas critique d'évasion fiscale. Exigeant une explication immédiate sous la menace d'une saisie instantanée de mes avoirs. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement regardé les noms des seconds garants autorisés listés sur le dossier de montage de la banque joint à l'avis du fisc. Arthur et Evelyne Beaumont, mes parents. Je ne les ai pas appelés pour hurler. L'hystérie est précisément la monnaie qu'utilisent les coupables pour brouiller les pistes. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit directement jusqu'à leur maison bourgeoise de banlieue. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée en bois avec ma vieille clé de rechange et je suis entré directement dans leur salon au plafond voûté, baigné de soleil. Arthur et Evelyne étaient debout près de la cheminée en marbre, préparant nonchalamment 2 énormes et rigides valises de luxe. Une pile d'itinéraires de voyage fraîchement imprimés et 2 passeports impeccables reposaient sur la table basse en verre. Ils n'ont pas tressailli quand je suis entré. Ils n'avaient pas l'air coupables. Ils semblaient profondément, avec arrogance, soulagés. Evelyne a levé les yeux, lissant le tissu de son coûteux pull en cachemire. Son visage s'est instantanément figé dans un masque de condescendance maternelle lasse. Camille, ma chérie, il n'y a absolument aucune raison de débouler ici en ayant l'air si dramatique. Nous allions t'appeler depuis le salon VIP de l'aéroport. Je me suis avancé, gardant une posture totalement rigide. Je n'ai pas crié. J'ai sorti l'avis recommandé de l'état de mon sac et les lâché à plat sur la table basse en verre, à côté de leur passeport. Vous avez imité ma signature pour obtenir un prêt commercial de 380 000 € auprès de la Banque Vaugirard, ai-je déclaré, la voix aussi plate et lourde que la porte d'un coffre-fort en acier.
Et vous avez déclenché un contrôle actif du fisc ainsi qu'une dette fiscale massive au passage. Arthur a soupiré lourdement, croisant les bras comme un PDG gérant une employée profondément insubordonnée. Bon, n'en faisons pas toute une histoire juridique. Camille. Nous avions une grave crise de liquidité avec notre portefeuille immobilier et nous avions besoin de cet argent pour sécuriser une propriété de retraite à l'étranger. Nous avons utilisé ton profil parce que ta cote bancaire est irréprochable. C'était une décision familiale purement logique. Evelyne a eu un haussement d'épaules froid et indifférent, en fermant la fermeture éclair du dernier compartiment de sa lourde valise. Nous en avions besoin. Tu paieras pour ça. Considère cela comme un retour sur investissement obligatoire pour t'avoir élevé. Tu as une carrière très réussie. Tu te débrouilleras pour les mensualités minimales. Tu le fais toujours. Il croyait réellement que, parce que nous partagions le même nom de famille, le code pénal ne s'appliquait tout simplement pas à eux. Il pensait pouvoir usurper mon identité, siphonner mon crédit et me laisser gérer une dette gouvernementale radioactive pendant qu'il boirait du champagne sur la plage d'un paradis fiscal. Bon vol, ai-je dit froidement. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte d'entrée. 2 jours plus tard, leurs téléphones portables nationaux étaient définitivement coupés. Ils s'étaient volatilisés. J'ai vérifié un compte familial de fidélité de vol fréquent qu'ils avaient, avec une arrogance aveugle, oublié de dissocier de mon adresse email. Ils avaient utilisé des billets aller simples en première classe pour Georgetown, dans les îles Caïmans. Ils pensaient que la distance équivalait à une immunité absolue. Je n'ai pas paniqué. J'ai calmement rassemblé mon passeport physique, l'original de ma carte d'identité avec mon numéro fiscal et un dossier rigide en plastique contenant mes relevés d'imposition authentiques et certifiés, ainsi que l'avis du fisc. J'ai conduit directement à l'agence de la Banque Vaugirard en centre-ville et je suis entré tout droit dans le bureau aux parois de verre dépoli de Julien Delacroix. Julien avait l'air épuisé. Sa cravate était légèrement desserrée et il fixait avec une concentration intense un registre numérique dense, affiché en rouge sur ses 2 écrans. Il a fermé la lourde porte en chêne derrière moi, nous scellant dans un environnement insonorisé. Je me suis assise dans le lourd fauteuil en cuir en face de son bureau en acajou, j'ai ouvert mon dossier et j'ai posé mon passeport bien à plat sur le bois verni. Je veux voir le dossier de demande complet et non censuré, Julien, ai-je dit, ma voix totalement dénuée de toute détresse émotionnelle, et je veux que vous me montriez exactement où ces fonds ont atterri. Julien a dégluti avec difficulté. Il n'a offert aucune platitude bancaire conciliante. Il a tapé sur sa barre d'espace, sortant son 2e écran de veille, et l'a légèrement tourné vers moi. La demande a été numériquement acheminée par le biais d'un portail comptable externe vérifié afin de contourner nos algorithmes de risque interne, murmura Julien, la voix serrée par une anxiété institutionnelle. Mais les fonds n'ont pas atterri sur un compte commercial national, Camille. Il a cliqué sur un onglet intitulé Télémétrie de routage international. Un nouveau panneau s'est ouvert, affichant l'institution bénéficiaire, le code SWIFT, et le statut du compte destinataire dans une grille bureaucratique dense. Je me suis penché en avant. L'écran affichait un énorme bloc alphanumérique. Il s'agissait d'un compte de holding commercial dans une banque privée offshore aux îles Caïmans, mais la barre d'état à côté du numéro de compte ne brillait pas d'une confirmation verte standard. Elle était verrouillée sur un texte jaune clignotant et sévère, statut, compte outre-mer, blocage restrictif, injonction de l'État. Julien s'est figé, sa main planant totalement immobile au-dessus de la souris d'ordinateur. Il fixait le texte jaune clignotant, réalisant exactement ce qu'il regardait en temps réel. Son visage a perdu toutes ses couleurs, à mesure que l'ampleur dévastatrice de l'intervention de l'État s'inscrivait dans son esprit. Il a lentement tourné l'écran d'1 centimètre supplémentaire vers moi, les yeux écarquillés par une terreur institutionnelle absolue. Camille, murmura Julien, le silence dans le bureau devenant soudainement suffocant. Le fisc n'a pas seulement signalé le virement pour un contrôle fiscal. Ils viennent d'exécuter un gel strict des avoirs sur le compte de destination en vertu des dispositions d'application pénale de la norme commune de déclaration. Julien a terminé, la voix se brisant dans sa gorge, totalement dépouillé de sa cadence bancaire polie habituelle. Camille, les 380 000 € n'ont jamais officiellement atteint leur réserve de liquidité privée aux Caïmans. Ils sont suspendus dans un état de détention internationale restreint. Vos parents ne peuvent pas accéder à un seul centime de ce capital. Le silence dans le bureau aux vitres dépolies était dense, lourd et absolu. Julien était un directeur d'agence expérimenté,
habitué à gérer des portefeuilles nationaux de plusieurs millions d'euros et de courtois découverts d'entreprises. Il n'était pas habitué à observer en direct une saisie de l'État sur un virement offshore d'1 demi-million. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas halté ni ne lui ai demandé comment l'univers pouvait permettre à mes parents de me trahir aussi profondément. La panique est un luxe pour les personnes qui ont besoin que quelqu'un d'autre nettoie leurs dégâts. Je n'avais besoin que d'une trace écrite. Montrez-moi les horodatages exacts du processus de routage, Julien, ai-je ordonné, ma voix totalement dénuée de détresse émotionnelle, portant le ton mesuré et exact d'un auditeur légal. Je veux voir la chronologie microscopique du moment où les fonds ont quitté la banque Vaugirard et où ils ont touché le compte de dépôt des Caïmans. Julien a dégluti, son sang-froid professionnel remplacé par une profonde anxiété institutionnelle. Il a appuyé sur sa barre d'espace, affichant les journaux de télémétrie interne profonds que les clients ne sont jamais autorisés à voir. Une liste en cascade de mouvements numériques cryptés a peuplé son deuxième écran dans une police rouge brutale et sans concession. Le capital de 380 000 € a été intégralement transféré sur un compte courant national temporaire ouvert sous votre identité fiscale il y a exactement 48 heures, expliqua rapidement Julien, en traçant les lignes de code avec son stylo en argent. 10 minutes plus tard, les utilisateurs autorisés ont lancé un virement international accéléré en utilisant un portail comptable externe vérifié, pour contourner nos algorithmes internes de fraude nationale. Je me suis légèrement penché en avant, posant mes mains complètement à plat sur son lourd bureau en acajou. Et l'intervention du fisc ? Julien a cliqué sur un second onglet intitulé Blocage de conformité et de régulation. Un nouveau panneau s'est ouvert, affichant le code SWIFT et le statut du compte destinataire dans une grille bureaucratique dense. Parce que le montant du virement était massif et outrepassait agressivement les frontières européennes, murmura Julien, perdant encore plus de couleur. Il a automatiquement déclenché une alerte TRACFIN immédiate. La cellule de renseignement financier a signalé ce mouvement comme une fuite de capitaux à haut risque. Cette alerte automatisée a directement informé le service d'enquête judiciaire des finances, ce qui a déclenché l'avis de mise en recouvrement pour fraude fiscale envoyé à mon domicile, ai-je conclu nettement, reliant les points mécaniques exacts de leur échec arrogant et catastrophique. Oui, a approuvé Julien, sa voix réduite à un murmure bas et terrifié. Arthur et Evelyne ont supposé que, comme les îles Caïmans opèrent comme un paradis fiscal notoire, les liquidités disparaîtraient de la juridiction de l'État à la seconde où elles quitteraient la banque Vaugirard. Mais depuis 2014, les institutions des Caïmans sont légalement tenues par des traités internationaux de signaler tous les actifs entrants des citoyens français directement au ministère de l'économie et des finances. Le gouvernement a instantanément verrouillé l'institution réceptrice. L'argent est bien sur leur compte. Mais il est hautement radioactif. Ils ne peuvent pas le retirer, le virer, ni l'utiliser pour acheter leurs biens immobiliers à l'étranger. Mes parents avaient réussi à usurper mon identité, à obtenir un prêt commercial massif, et avaient disparu lors d'un vol en première classe vers un paradis fiscal, entièrement convaincus d'avoir réussi à distancer le système judiciaire français. Ils ne l'avaient pas distancé. Ils avaient simplement livré près d'1 demi-million d'euros directement dans un piège gouvernemental qu'ils avaient eux-mêmes construit. Julien, ai-je dit calmement, en pointant son clavier. Je veux que vous affichiez le dossier initial de demande de prêt commercial. Je veux voir très exactement comment ils ont contourné l'authentification biométrique à 2 facteurs pour obtenir un prêt massif sous mon profil sans que mon téléphone n'ait jamais sonné. Il a hésité pendant une fraction de seconde. Camille, fournir l'audit de souscription interne complet directement à un client officialise la plainte pour usurpation d'identité. La banque Vaugirard sera légalement tenue d'initier une enquête multi-agence formelle. Et nous devrons signaler la demande falsifiée directement aux autorités judiciaires. Il n'y a absolument aucun moyen de faire marche arrière une fois que j'aurai accédé au fichier principal. Je ne demande pas à faire marche arrière, ai-je affirmé, en le regardant droit dans les yeux, ma posture totalement rigide. Je suis victime d'une grave fraude financière et d'une usurpation d'identité. Ouvrez le fichier. Julien a hoché la tête une fois. Il n'a pas discuté avec une telle responsabilité légale. Il a cliqué sur une icône sécurisée bordée de rouge sur son bureau et a entré ses identifiants administratifs principaux. L'écran a chargé pendant 2 secondes avant qu'une grille de candidature dense et austère ne remplisse le moniteur. Je l'ai lu avec une froide précision. Le nom tout en haut de la demande était le mien. Le numéro fiscal était le mien. La date de naissance était la mienne. Le chiffre d'affaires annuel brut correspondait parfaitement à mon entreprise de logistique.
Mais la section du contact principal n'était pas la mienne. Julien a tourné l'écran vers moi et a pointé du doigt un numéro à 10 chiffres qui brillait sur le moniteur. Ce n'était pas une faute de frappe. C'était l'architecture d'un piège. Ils ne s'étaient pas contentés d'emprunter mon historique financier. Ils avaient délibérément redirigé tous les codes de sécurité de la banque et les appels de vérification directement vers le téléphone portable de ma mère. Evelyne a intercepté les appels d'approbation, ai-je noté calmement, ma voix portant le froid d'un matin d'hiver. La mâchoire de Julien s'est contractée. Il a cliqué sur un onglet secondaire intitulé Téléchargement de vérification d'identité. Si elle a modifié le numéro de contact pendant le processus de candidature de haut niveau pour contourner le blocage de consultation, murmura Julien, tapant rapidement pour accéder au serveur crypté, l'algorithme d'approbation aurait exigé une vérification visuelle secondaire. Une pièce d'identité officielle avec photo et une signature vérifiée pour prouver que vous avez légalement autorisé le changement de données et accepté les conditions du prêt. Il a appuyé sur Entrée. Une image numérisée en haute résolution s'est chargée au centre exact de son écran. Julien a fixé l'image pendant 3 bonnes secondes. L'attitude conciliante du directeur d'agence s'est totalement évaporée. Il contemplait maintenant une faille de conformité massive et catastrophique, exécutée de manière irréprochable au sein de sa propre institution. Il a regardé l'image téléchargée, puis a baissé les yeux vers le véritable et légitime passeport français que je venais de poser sur son bureau. Il a tourné l'écran d'1 centimètre supplémentaire vers moi, exposant le document scanné à la dure lumière fluorescente. « Camille », murmura Julien, la voix tremblant légèrement. Regardez l'adresse et la signature sur cette carte d'identité téléchargée. Je me suis penché en avant. Le document à l'écran était un permis de conduire falsifié. Le visage sur la pièce d'identité était le mien, tiré directement d'une vieille photographie. Mais l'adresse résidentielle principale indiquée n'était ni mon domicile ni le siège de mon entreprise. C'était l'adresse exacte de l'agence immobilière commerciale de mon père. Et la signature tout en bas n'était pas une falsification soignée de mon écriture. C'est la signature de ma mère, ai-je dit, la voix complètement plate et dénuée de toute surprise. Elle n'avait même pas essayé de s'entraîner à falsifier mon nom. Evelyne était tellement protégée par sa propre arrogance, si fermement convaincue que les systèmes numériques de ce monde n'existaient que pour faciliter son confort et sa cupidité, qu'elle avait tout simplement signé son propre nom sur un document de l'État falsifié portant mon visage. Julien s'est adossé lourdement sur son fauteuil en chêne. Cela fait passer la situation d'une utilisation familiale non autorisée à un vol d'identité synthétique et à une fraude par virement bancaire à grande échelle, a murmuré Julien, ses yeux restant rivés sur le scan haute résolution. Julien, ai-je dit calmement, en ouvrant mon dossier en plastique rigide et en faisant cliquer mon stylo en argent. Imprimez les métadonnées de la candidature. Imprimez le scan haute résolution de la fausse pièce d'identité. Imprimez la télémétrie de routage international montrant le compte de dépôt au Caïman et l'injonction active de l'État. Il a marqué une pause, puis a hoché la tête une fois. La lourde imprimante laser industrielle dans le coin de son bureau s'est mise à vrombir. Le son du papier net glissant dans le bac de sortie était le bruit d'un piège international en train de se refermer complètement. J'ai pris l'épaisse enveloppe Kraft, l'ai placée dans mon sac, et je suis sorti de la banque. Alors que je franchissais les lourdes portes en verre pour me retrouver dans la brillante lumière de la fin de matinée, mon téléphone portable a violemment vibré dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro international masqué. L'indicatif du pays était indubitable. Plus 1345. Il venait juste de toucher le fond du coffre-fort offshore vide. L'identifiant d'appel international brillait d'un blanc éclatant sur l'écran sombre de mon smartphone. Il s'agissait d'une ligne directe d'une institution financière privée opérant à Georgetown, Grand Cayman. Mes parents n'étaient pas simplement arrivés à leur destination de luxe. Ils avaient marché directement vers l'agence de leur banque offshore, débordant d'une suffisance arrogante, s'attendant à retirer d'énormes liasses de liquidités intraçables pour finaliser l'achat de leur domaine de retraite en bord de mer. Ils venaient tout juste de se heurter au mur verrouillé et impénétrable d'un blocage étatique. Je n'ai pas laissé sonner jusqu'au répondeur. Je n'ai pas ignoré l'appel par anxiété ou par colère. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran en verre et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Ma posture parfaitement droite sous le soleil éclatant de la fin de matinée à l'extérieur de la banque Vaugirard. Ici Camille, ai-je déclaré, ma voix aussi plate, froide et lourde qu'une plaque de glace.
Camille, a immédiatement hurlé Evelyne, le masque maternel poli et condescendant ayant complètement disparu. Sa voix était fluette, tremblante et vibrait d'une panique désespérée et sans filtre qui résonnait sèchement sur la connexion longue distance. Camille, il faut que tu appelles ta banque immédiatement, tout de suite. Tu dois appeler Julien Delacroix et autoriser le code de libération internationale final. J'entendais les allers-retours frénétiques des lourdes chaussures en cuir d'Arthur en arrière-plan. Le bourdonnement feutré et ambiant du hall de la banque caïmanaise était coupé par ces exigences chuchotées avec colère aux guichetiers offshore. Pourquoi autoriserais-je un code de libération internationale pour un prêt commercial de 380 000 € que je n'ai explicitement pas demandé, Evelyne, ai-je demandé, mon élocution irréprochable et sans hâte. Arthur a arraché le téléphone des mains de ma mère, incapable de gérer sa panique grandissante. Écoute-moi très attentivement, Camille, a-t-il sifflé, sa voix tombant dans un grondement sombre et menaçant, totalement inutile à 7000 km de distance. Nous sommes debout au milieu de notre agence offshore en ce moment même. Le courtier immobilier commercial attend la compte sur notre propriété, mais le directeur de l'agence nous dit que le virement entrant de la banque Vaugirard est bloqué. Le capital est bien inscrit sur le registre du compte. Mais il refuse de nous accorder l'accès au retrait. Il refuse l'accès au retrait, ai-je noté calmement en marchant vers ma voiture garée, parce que les 380 000 € que vous avez transférés via un portail comptable externe ont contourné la sécurité nationale, déclenchant une alerte immédiate auprès de Tracfin. La connexion longue distance est devenue complètement silencieuse. L'absence soudaine des exigences furieuses d'Arthur était abyssale. C'était un promoteur immobilier impitoyable, habitué à manipuler les gens, mais il ne possédait absolument aucun levier sur les algorithmes bancaires gouvernementaux. Une alerte Tracfin, a chuchoté Arthur, les mots se coinçant douloureusement dans sa gorge. Oui, ai-je confirmé nettement, en déverrouillant la portière de ma voiture avec un doux gazouillis électronique. Étant donné que le montant du virement était massif et outrepassait violemment les frontières européennes. Le système de régulation automatisé a instantanément informé le service d'enquête judiciaire des finances. Cela a généré l'avis de mise en recouvrement pour évasion fiscale que je vous ai montré dans votre salon avant que vous ne fuyiez le pays. La voix d'Evelyne a soudainement repris le dessus, son ton passant de l'arrogance à la terreur la plus absolue et nue. Le fisc? Non, Camille. Non, nous avons utilisé un numéro de routage privé caïmanais. Le gouvernement français n'a aucune juridiction sur cette agence offshore spécifique. Notre gestionnaire de patrimoine nous a garanti une confidentialité absolue. Ton gestionnaire de patrimoine a menti pour s'assurer de sa commission, Evelyne, les jeux corrigés, en m'asseyant sur le siège conducteur et en fermant la lourde portière de la voiture, m'isolant dans un environnement insonorisé. Depuis 2014. Les institutions caïmanaises sont légalement soumises à la norme commune de déclaration. Elles sont légalement tenues de signaler les capitaux entrants des citoyens français directement au ministère de l'économie et des finances. Lorsque le fisc a identifié mon numéro fiscal attaché à un dépôt offshore massif non vérifié. Ils ont exécuté un gel strict des avoirs. Un gel, a balbutié Arthur, son autorité retentissante se dissolvant en un coassement pathétique et haletant. L'argent est sur le compte. Je peux voir le registre sur l'écran du directeur. Il est suspendu dans un état de détention internationale restreint, ai-je déclaré, le froid dans ma voix désormais absolue. Vous ne pouvez pas le retirer. Vous ne pouvez pas le virer. Et vous ne pouvez certainement pas l'utiliser pour acheter des biens immobiliers à l'étranger. Vous avez réussi à usurper mon identité, à obtenir frauduleusement un prêt d'un demi-million. Et vous avez disparu lors d'un vol aller simple en première classe. Vous croyez dur comme fer que vous aviez distancé le système judiciaire français. Vous ne l'avez pas distancé. Vous avez simplement livré le capital volé directement dans un piège gouvernemental radioactif. Evelyne a commencé à sangloter bruyamment dans le combiné. Un son aigu, hystérique et totalement dépourvu de toute dignité. Camille, il faut que tu arranges ça. Si le fisc contrôle ce virement, ils saisiront tout. Ils gèleront les comptes de ton entreprise pour couvrir la dette fiscale. Tu dois protéger ton entreprise de logistique. Appelle Julien et dis-lui que tu as autorisé le prêt et que tu es simplement en train d'établir une filiale offshore. C'était une stratégie brillante, terrifiante, de pure manipulation. Evelyne tentait d'utiliser ma propre entreprise florissante comme levier pour me forcer à participer à leur délit pénal aggravé. Elle supposait que j'absorberais une dette d'un demi-million d'euros juste pour empêcher le fisc de détruire la liquidité de mon entreprise.
Elle supposait que je me rendrais discrètement pour sauver ma réputation, tout comme elle m'avait conditionné à le faire toute ma vie. Elle se trompait. Je ne vais pas protéger mon entreprise en mentant à la Direction générale des finances publiques et en commettant un crime financier majeur pour assurer ta retraite, Evelyne, ai-je répondu calmement, mes mains posées, parfaitement immobiles, sur le volant en cuir. Je ne négocie pas avec des gens qui tentent de détruire mon existence financière. J'opère entièrement avec des preuves écrites. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Camille, a exigé Arthur, sa panique pivotant instantanément vers une terreur froide et insidieuse. Ne contacte personne d'autre. Nous allons rentrer en France. Nous vendrons l'une de nos propriétés ici et paierons les mensualités du prêt. Fais juste gagner du temps avec la banque. Je suis actuellement assise sur le parking de la banque Vaugirard, les ai-je informés d'un ton net. Je viens de conclure une réunion de 30 minutes avec Julien Delacroix dans son bureau principal. Je possède le dossier complet et non censuré d'approbation du prêt commercial. Evelyne a complètement cessé de sangloter. Le choc causé par mon emplacement physique l'a totalement paralysée. Je possède les métadonnées de la demande prouvant que vous avez contourné l'authentification biométrique à 2 facteurs, ai-je continué, énumérant les faits comme si je lisais une liste de courses à un inconnu. Je possède la télémétrie de routage international montrant l'horodatage exact de votre dépôt au Caïman et l'injonction active de l'État. Camille, s'il te plaît, a chuchoté Arthur, sa voix tremblant violemment. Tu ne peux pas remettre ça aux autorités. Nous sommes tes parents. Et je possède l'image scannée en haute résolution de la fausse carte d'identité que tu as téléchargée pour sécuriser le prêt, Evelyne, ai-je ajouté, ignorant totalement son imploration. La carte d'identité comporte mon visage et l'adresse des bureaux commerciaux d'Arthur. Mais tu étais tellement isolé par ta propre arrogance. Tellement convaincu que les systèmes numériques du monde existaient simplement pour faciliter ta cupidité que tu as tout bonnement signé ton propre nom au bas de la carte. Un halètement aigu et saccadé a résonné sur la ligne internationale. Evelyne venait de réaliser instantanément qu'elle avait ancré sa propre signature à un cas massif d'usurpation d'identité synthétique. Tu ne t'es pas contenté de falsifier un prêt, Evelyne, ai-je affirmé posément. Tu as fourni à une banque une preuve physique et indéniable de ta fraude électronique. Je la tiens actuellement dans une épaisse enveloppe Kraft. La poitrine d'Arthur s'est soulevée de manière audible. Il calculait les dégâts catastrophiques et irréversibles de la piste numérique. Camille, écoute-moi, a-t-il supplié, toute arrogance disparue. Si tu remets ce dossier aux autorités judiciaires, ils ne se contenteront pas d'annuler le prêt. Ils nous signaleront à l'international. Nous ne pourrons pas passer la douane. Nous serons arrêtés dès l'instant où nous toucherons le sol français. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas relâché ma posture. Je suis parfaitement consciente du désavantage tactique auquel vous faites face actuellement, Arthur, ai-je répondu nettement. Mais le bruit est ce que les coupables utilisent pour insuffler la vie à leurs mensonges. Moi, je ne mène que des frappes chirurgicales. Je n'ai pas attendu sa réponse désespérée. J'ai terminé l'appel international par un léger clic mécanique de mon pouce. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai enclenché la marche avant, me suis inséré avec fluidité dans la circulation du centre-ville et me suis dirigé tout droit vers le gratte-ciel de verre et d'acier abritant le siège régional de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, OCLCIF. Ils avaient fui le pays pour échapper à leurs dettes. J'allais m'assurer qu'ils ne puissent jamais légalement y revenir. Le trajet a duré très exactement 22 minutes. Je n'ai pas pris de grande inspiration pour calmer mes nerfs avant d'entrer. La panique est le luxe des personnes qui ont quelqu'un d'autre pour réparer leurs erreurs. Et la culpabilité est la monnaie de ceux qui se laissent manipuler. Je ne possède ni l'un ni l'autre. Je possédais uniquement une épaisse enveloppe Kraft contenant la preuve absolue et indéniable d'un délit financier d'1 demi-million. L'immense gratte-ciel de verre et d'acier était d'une stérilité agressive, une forteresse de procédures bureaucratiques dénuée de toute chaleur architecturale accueillante. J'ai garé ma voiture, lissé les revers de mon blazer sur mesure et je suis passé directement par les lourdes portes tournantes de sécurité. J'ai ignoré la zone d'accueil chaotique du public et me suis approché de la vitre pare-balles surélevée du bureau d'application prioritaire. L'agent d'accueil de garde était un homme à l'esprit vif, la quarantaine bien entamée et sans l'ombre d'un sourire, habitué à traiter avec des individus désespérés essayant de justifier des dettes fiscales massives. Objet de votre visite, a-t-il ordonné sèchement, sa voix amplifiée par le petit haut-parleur en métal incrusté dans l'épaisse vitre. Je m'appelle Camille, ai-je répondu calmement,
avec une élocution parfaite et sans précipitation. Je suis ici pour remettre formellement un dossier d'audit non expurgé d'un prêt commercial directement au service d'enquête judiciaire des finances. Je viens déposer une plainte officielle assermentée détaillant une usurpation d'identité synthétique grave, une fraude électronique internationale et le transfert offshore non autorisé de 380 000 € de liquidités d'entreprise vers les îles Caïmans. Les yeux de l'agent se sont plissés instantanément. La mention des îles Caïmans a fait passer sa posture d'un ennui bureaucratique à une vive concentration professionnelle. J'ai ouvert mon dossier en plastique rigide et fait glisser le lourd avis recommandé de mise en recouvrement du fisc par l'étroite fente située au bas de la vitre pare-balles. L'agent a pris l'épais papier du Trésor public, parcourant l'agressive typographie noire et l'alerte d'évasion fiscale critique générée par mon numéro d'identification fiscale. Il s'agit d'une injonction active de fuite de capitaux de niveau 4, a murmuré l'agent. Tracfin a signalé ce virement il y a 48 heures. Oui, ai-je approuvé calmement, car les utilisateurs autorisés, Arthur et Evelyne Beaumont, ont utilisé un portail comptable externe vérifié pour contourner les algorithmes bancaires nationaux et exécuter ce virement international massif. Ils se trouvent actuellement dans une agence offshore privée à Georgetown pour tenter d'accéder au compte de dépôt restreint. L'agent ne m'a pas demandé de m'asseoir dans la salle d'attente. Il a décroché son téléphone de bureau sécurisé et a composé un numéro de poste interne à 4 chiffres. 3 minutes plus tard, une lourde serrure électronique s'est déverrouillée avec un claquement sec, et j'ai été escorté dans une salle d'interrogatoire austère, sans fenêtre, éclairée par une dure lumière fluorescente. Une simple table en métal et 2 chaises rigides occupaient le centre de l'espace. Un inspecteur en civil, vêtu d'un costume sombre et portant un tour de cou avec son insigne de police judiciaire, est entré dans la pièce. Il a posé un dictaphone numérique en plein centre de la table métallique. Je suis l'inspecteur Rousseau, du service d'enquête judiciaire des finances, a-t-il déclaré, sa voix étant un grognement grave qui exigeait une soumission totale. Vous remettez volontairement des documents concernant un gel d'actifs offshore en cours. J'opère uniquement à partir de données objectives, inspecteur Rousseau, ai-je répondu, m'asseyant parfaitement droite sur la chaise inconfortable. Je ne suis pas ici pour faire des déclarations émotionnelles. Je suis ici pour vous livrer une impossibilité mathématique. J'ai ouvert mon épaisse enveloppe Kraft et j'ai posé l'image numérisée en haute résolution de la fausse carte d'identité à plat sur la froide table en métal. Il y a 48 heures, mes parents ont soumis ce fichier numérique à la banque Vaugirard pour sécuriser un prêt de liquidité commerciale de 380 000 € sous mon numéro de sécurité sociale, ai-je affirmé nettement. Ils ont intercepté les appels d'authentification biométrique à 2 facteurs, mais ils ont eu l'arrogance de télécharger cette fausse pièce d'identité pour contourner le dernier protocole de vérification visuelle. L'inspecteur Rousseau s'est penché en avant, étudiant la copie scannée du faux permis de conduire. Il a remarqué mon visage et l'adresse de l'agence immobilière commerciale indiquée à côté. Et la signature en bas, a demandé Rousseau d'une voix calme. C'est la signature de ma mère, Evelyne Beaumont, ai-je noté calmement. Elle n'a pas essayé d'imiter mon écriture, et elle a signé de son propre nom sur un document de l'État portant ma photographie pour exécuter une usurpation d'identité synthétique. La mâchoire de Rousseau s'est crispée. Il a tiré le papier vers lui, reconnaissant l'ampleur dévastatrice de la fraude. C'est la preuve irréfutable d'une fraude électronique massive. Ce n'est que le début, les jeux corrigés sans la moindre hésitation. J'ai fait glisser de l'autre côté de la table le dense registre numérique rouge de la télémétrie du routage international. Voici les métadonnées horodatées exactes du virement offshore. Mes parents ont utilisé ce code SWIFT pour garer le capital volé sur un compte de dépôt privé aux Caïmans. Ils ont réservé des billets aller simple en première classe pour Georgetown afin de finaliser une transaction immobilière en utilisant ces fonds. Rousseau a fixé les journaux de télémétrie. Le visage dur de l'inspecteur s'est légèrement vidé de ses couleurs. C'était un expert en criminalité financière, et il a instantanément reconnu le piège catastrophique et irréversible qu'Arthur et Evelyne s'étaient eux-mêmes construit. Ils ont supposé qu'ils pouvaient distancer la juridiction française, a murmuré Rousseau, reliant les points mécaniques exacts de leur échec. Ils n'ont pas réalisé que l'institution de destination était soumise aux traités de déclaration internationaux. Exactement, ai-je dit, le froid dans ma voix absolue. Le fisc a verrouillé le compte avant même qu'il n'atterrisse. Ces 380 000 € sont hautement radioactifs. L'inspecteur Rousseau n'a pas perdu une seule seconde. Il a arraché de la table l'épaisse liasse de métadonnées imprimées et le scan de la fausse identité.
Il m'a regardé avec la concentration intense et calculatrice d'un prédateur reconnaissant un coup fatal irréprochable. Camille, a déclaré Rousseau, sa voix résonnant dans la petite pièce insonorisée, sur la base de ce fichier d'audit bancaire non expurgé, la création de ce prêt est légalement classée comme étant entièrement frauduleuse. La banque Vaugirard absorbera la perte de liquidité initiale. Et votre profil bancaire personnel sera immédiatement restauré sous un verrouillage gouvernemental de protection d'identité. Vous n'avez aucune responsabilité fiscale pour le dépôt au Caïman. Et pour Arthur et Evelyne Beaumont, ai-je demandé calmement, mes mains parfaitement immobiles sur la table en métal. Ils ont commis un délit pénal aggravé pour s'emparer des fonds et un second délit financier en tentant de délocaliser ce capital pour échapper à l'impôt, a répondu Rousseau, en sortant un smartphone sécurisé et crypté de sa veste. Le fisc procède actuellement à la saisie officielle du demi-million d'euros sur ce compte au Caïman. Ils tenteront de monter à bord d'un vol retour vers la France lorsqu'ils réaliseront que l'argent a définitivement disparu, ai-je noté d'un ton net. Ils essaieront de vendre leurs biens immobiliers sur le territoire national pour couvrir les retombées judiciaires massives. Rousseau a esquissé un sourire froid et terrifiant. Non, ils ne le feront pas, m'a-t-il corrigé sèchement. Parce que je télécharge en ce moment même le scan de cette fausse pièce d'identité et la télémétrie du routage directement sur la base de données internationale d'Interpol. Il a tapé rapidement sur l'écran de son téléphone sécurisé, contournant plusieurs couches de sécurité biométrique. Lorsqu'un citoyen français est activement ciblé par une enquête pour évasion fiscale massive à l'étranger et fraude électronique internationale, expliqua Rousseau, ses pouces survolant le clavier numérique. Le ministère de l'Intérieur révoque automatiquement ses privilèges de voyage international afin d'empêcher toute fuite de capitaux supplémentaires. Vous signalez leur passeport, ai-je demandé doucement. J'invalide leur passeport, a corrigé Rousseau avec aisance, en appuyant sur le bouton d'exécution de son smartphone. Depuis exactement 10 secondes, Arthur et Evelyne Beaumont ne possèdent plus de documents de voyage internationaux légalement reconnus. Ils ne peuvent pas embarquer sur un vol commercial. Ils ne peuvent pas passer la douane. Je n'ai pas exprimé un afflux soudain et émotionnel de joie triomphante. J'ai simplement ressenti le soulagement calme et constant d'un système fermé fonctionnant exactement comme prévu. Mes parents avaient construit un piège pour détruire mon existence financière, et j'avais simplement verrouillé la porte derrière eux. 3 heures plus tard, Arthur et Evelyne se tenaient furieusement dans le hall en marbre immaculé et poli de l'aéroport international Owen Roberts, à Grand Cayman. Le soleil de l'île cuisait le tarmac à l'extérieur, mais l'intérieur du terminal privé des compagnies aériennes était fortement climatisé et profondément tendu. Leur mascarade de richesse arrogante s'était complètement effondrée. L'agence offshore caïmanaise avait définitivement verrouillé leur compte, refusant d'exécuter l'énorme retrait immobilier. Sans les 380 000 euros volés, le courtier local avait immédiatement annulé le contrat de leur domaine de retraite. Arthur avait frénétiquement réservé 2 billets aller simples d'urgence en première classe pour Paris. Désespérés d'atteindre le sol français avant que la trace administrative nationale ne les rattrape officiellement, ils se sont approchés du guichet de douane privée, entièrement convaincus qu'ils pourraient échapper aux conséquences simplement en montant à bord de l'avion. Evelyne lissait son pull en cachemire onéreux, les mains tremblant violemment, tandis qu'Arthur jetait avec arrogance leurs 2 passeports immaculés sur le comptoir de l'agent des douanes. Nous devons accélérer notre contrôle, a exigé Arthur, sa voix projetant l'autorité impatiente d'un homme habitué à manipuler les employés de service. Nous avons une urgence familiale soudaine. L'agent des douanes des Caïmans ne lui a pas accordé un sourire poli. Il a ramassé les passeports et a scanné les puces électroniques. Le terminal de sécurité n'a pas émis le bip vers standard de confirmation. L'écran a chargé pendant une fraction de seconde avant qu'une bannière rouge stricte et agressive ne clignote violemment sur l'affichage, statut, signalement prioritaire Interpol. Passeport révoqué. Mandat d'arrêt actif. L'agent des douanes s'est figé, sa main planant totalement immobile au-dessus des passeports. Il a fixé le texte rouge clignotant, réalisant exactement ce qu'il regardait. Il n'a pas rendu les passeports à Arthur. Il a discrètement glissé la main sous le comptoir et a appuyé sur un lourd bouton de panique silencieux. « Excusez-moi, monsieur », a dit l'agent, sa voix se transformant en un murmure tendu et formel. « Je dois vous demander, avouez à votre femme, de vous écarter sur le côté immédiatement. Votre autorisation de voyager a été suspendue de manière permanente par le ministère de l'Intérieur français. » Evelyne a poussé un halètement sec, à bout de souffle, son visage se vidant entièrement de toute couleur. « Suspendu ? Que voulez-vous dire par suspendu ?
Nous sommes citoyens français. Nous avons un vol à prendre. La poitrine d'Arthur s'est soulevée de manière audible. Son instinct de survie s'est réveillé et il a immédiatement essayé d'arracher physiquement les passeports des mains de l'agent. Rendez-moi mes documents tout de suite. Il s'agit d'une erreur administrative monumentale et sans précédent. Mais avant que la main d'Arthur ne puisse atteindre le comptoir en marbre, les lourdes portes en verre du terminal privé ont glissé sèchement derrière eux. Le bourdonnement ambiant de l'aéroport s'est complètement éteint. 2 policiers armés des îles Caïmans, flanqués de près par un officier de liaison français en civil, ont traversé le sol en marbre poli d'un pas déterminé, leurs yeux directement fixés sur Arthur et Evelyne. L'arrivée des forces de l'ordre international dans un terminal de luxe privé ne se fait pas avec des sirènes de cinéma ou des armes dégainées. Elle se fait avec l'efficacité calme et dévastatrice de professionnels exécutant un mandat officiel. Le bourdonnement feutré et ambiant de l'aéroport international Owen Roberts s'est dissous dans un silence absolu et suffocant. Les 2 agents caïmanais armés et l'officier de liaison français en civil n'ont pas demandé à l'agent des douanes qui causait du tapage sur la voie publique. Ils ont marché directement jusqu'au comptoir en marbre, encerclant entièrement Arthur et Evelyne Beaumont. L'instinct de survie d'Arthur a immédiatement pris le dessus. Il a abandonné sa posture agressive de rouleau compresseur et s'est tourné rapidement vers l'officier de liaison en civil, adoptant instantanément le ton lisse et persuasif d'un riche patriarche français tentant de gérer une petite erreur administrative. « Officier, Dieu merci », a balbutié Arthur, les mains levées dans un geste de diplomatie désespéré et calculé. Il y a eu une faille de communication catastrophique avec notre banque en France. Nous avons simplement besoin d'embarquer sur notre vol retour vers Paris pour résoudre un problème mineur de liquidité interne avec notre fille. Nos passeports sont parfaitement valides. L'officier de liaison n'a pas serré la main d'Arthur. Il n'a même pas regardé sa coûteuse montre en argent. Il a regardé directement l'agent des douanes caïmanais qui a poussé silencieusement les 2 passeports invalidés sur le comptoir en marbre. « Je suis l'agent Cartier, officier de liaison de la police aux frontières pour la France », a-t-il déclaré, sa voix étant un grognement grave qui exigeait la conformité absolue dans ce terminal haut de gamme. « Et vos documents de voyage ne sont pas valides, Arthur. Le ministère de l'Intérieur les a officiellement révoqués il y a 3 heures. »« Révoqués » a hurlé Evelyne, le masque maternel poli et condescendant ayant complètement disparu. Sa voix était faible, instable, et vibrait d'une panique sans filtre qui a résonné durement sur les hauts plafonds de verre. « Vous ne pouvez pas révoquer notre citoyenneté. Nous essayons simplement de rentrer chez nous. Et ce virement de 380 000 € n'a même pas abouti. Nous n'avons pris aucun argent physique à l'agence offshore. Personne n'a perdu d'argent réel. »« Madame, » a répondu l'agent Cartier, son ton dénué de toute sympathie, sa posture entièrement rigide. « Vous avez réussi à escroquer une institution nationale, couverte par l'État. De près d'un demi-million d'euros en utilisant une fausse carte d'identité portant explicitement votre signature. Le fait que le fisc ait intercepté votre 2e tentative de dissimuler le capital sur un compte de dépôt caïmanais n'efface pas légalement le premier délit majeur. » La bouche d'Arthur s'est ouverte, mais les paroles douces et diplomatiques sont mortes dans sa gorge. Un teint d'un gris maladif et pâle a envahi son visage alors que l'ampleur absolue du piège que je leur avais tendu faisait enfin sens. Il ne faisait pas simplement face à des poursuites civiles en France, il faisait face à une extradition internationale. « Monsieur », a continué Cartier, sa voix résonnant nettement dans le terminal silencieux. Un différend financier familial, c'est une dispute lors d'un repas de fête. Une falsification biométrique utilisée pour garantir un prêt commercial massif, combiné à une fuite internationale de capitaux et à une évasion fiscale active, est un crime financier aggravé. Evelyne a poussé un halètement perçant, à court de souffle. Elle a regardé autour du hall immaculé de l'aéroport, réalisant qu'il ne restait absolument plus personne à manipuler. Son pull en cachemire sur mesure semblait soudainement absurde. Un costume de luxe qu'elle avait tenté d'acheter avec mon identité volée. Nous exigeons d'appeler immédiatement notre avocat d'affaires en France, a lâché Arthur, la poitrine haletante, couvert de sueur froide, tentant une dernière affirmation désespérée de sa domination. Vous ne possédez pas le droit légal d'exiger quoi que ce soit sur un sol étranger sans document de voyage valide, l'a corrigé Cartier calmement, en faisant un geste net pour que les 2 policiers caïmanais armés s'avancent. Vous serez détenu dans un centre de détention local jusqu'à ce que le ministère de la Justice français finalise officiellement vos documents d'extradition. Vous aurez tout le loisir d'appeler votre avocat depuis le centre de détention provisoire.
Le terminal est tombé dans un silence de mort alors que les menottes lourdes et froides en acier se sont refermées d'un clic sec autour des poignets d'Arthur et d'Evelyn. Ils ne se sont pas débattus. Leurs genoux ont tout simplement flanché sous le poids écrasant de la juridiction internationale. Evelyn a pleuré bruyamment, son masque parfait complètement détruit devant les riches touristes qu'elle avait si désespérément essayé d'imiter. À 7000 km de là, j'étais assise parfaitement immobile dans la salle d'interrogatoire austère, éclairée au néon du siège de l'OCLSIF. L'inspecteur Rousseau est revenu dans la pièce en tenant une simple feuille de papier officielle du gouvernement. Les autorités caïmanaises ont officiellement arrêté Arthur et Evelyn Beaumont au terminal d'Owen Roberts, a confirmé Rousseau, en faisant glisser le document sur la table en métal. Le compte de dépôt offshore de 380 000 € est entièrement saisi par le ministère de l'Économie et des Finances. La banque Vaugirard a officiellement dissous le prêt de liquidité commerciale associé à votre numéro d'identification fiscale. J'ai hoché la tête une fois, rangeant précieusement le document d'autorisation de l'État dans mon dossier en plastique rigide. Je n'ai pas exprimé d'élan émotionnel de joie triomphante. J'ai simplement ressenti le soulagement calme et constant d'un système fermé fonctionnant exactement comme prévu. L'équipe juridique de la banque poursuit maintenant agressivement vos parents pour la fraude à la souscription, et le fisc prépare un acte d'accusation massif pour évasion fiscale, a ajouté Rousseau. Vous ne devez absolument rien, Camille. Votre profil bancaire personnel est irréprochable et solidement verrouillé par un protocole biométrique de sécurité maximale. Je me suis levé, je suis sorti du bâtiment gouvernemental, et je suis entré dans le soleil éclatant de l'après-midi. 3 semaines plus tard, la trace écrite finalisait leur ruine absolue. Le processus d'extradition depuis les îles Caïmans a été rapide et totalement humiliant. Arthur et Evelyn ont été ramenés à Paris sous escorte policière, entièrement dépouillés de leurs bagages de luxe et de leur arrogance. L'entreprise immobilière commerciale d'Arthur a été frappée par un audit de conformité massif et interagence mené par le fisc, et sa licence d'exploitation a été suspendue indéfiniment dans l'attente d'un procès pénal. Lui et Evelyn ont été formellement inculpés de plusieurs chefs d'accusation graves pour fraude électronique, vol d'identité synthétique, évasion fiscale internationale, et association de malfaiteurs. Les provisions juridiques agressives exigées par les avocats pour leur éviter la détention provisoire ont complètement asséché le reste de leurs économies nationales, les forçant à liquider leur résidence principale en banlieue à perte massive. Le fisc a officiellement saisi la totalité du capital de 380 000 € immobilisé sur le compte de dépôt des Caïmans, l'appliquant directement aux lourdes amendes étatiques infligées à mes parents pour violation de la norme commune de déclaration. J'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement stricte et permanente contre mes parents, et un juge l'a accordé sans la moindre hésitation après avoir lu le rapport officiel du Trésor public et le fichier de métadonnées numériques de la banque Vaugirard. Il pensait pouvoir utiliser mon historique de crédit irréprochable pour financer une retraite illégale à l'étranger et me laisser avec une dette faramineuse. Mais le système bancaire mondial ne répond qu'aux preuves irréfutables. Et ma preuve était en béton armé. Si vos propres parents avaient falsifié votre signature pour contracter un prêt d'1 demi-million et fui le pays, vous laissant avec un avis actif de fraude fiscale du fisc, auriez-vous porté plainte au pénal? Ou auriez-vous discrètement remboursé la dette pour préserver la paix familiale? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice implacable sur la seule base de preuves écrites, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. À la prochaine!